السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Hier, c'est donc au tour de Bruxelles de durcir les mesures en vigueur. Couvre-feu à 22 h, fermeture des infrastructures sportives, fermeture également du secteur culturel. On entendra les réactions des principaux concernés dans un instant. Mais d'abord, les nouvelles règles, c'est avec Elisabeth Grotars. Au vu de la hausse des contaminations en région bruxelloise, son ministre-président Rudy Verwoerd tire la sonnette d'alarme. La situation, elle est très grave. C'est pourquoi une série de mesures entre en application dès ce lundi 24 octobre. Le couvre-feu d'abord est étendu comme en Wallonie de 22 h à 6 h du matin. Les centres culturels, les théâtres, les cinémas mais aussi les musées seront fermés, tout comme les lieux récréatifs tels que les casinos, ainsi que les infrastructures sportives. D'ailleurs, toutes les compétitions sportives amateurs seront interdites dès lundi. Les plus de 12 ans ne pourront plus suivre d'entraînement ou de stage. Des mesures strictes mais nécessaires pour les autorités bruxelloises. La population doit comprendre qu'il faut limiter les contacts sociaux. Moi, je suis un petit peu effrayé ces derniers jours quand je vois encore le nombre de personnes qui circulent en voiture ou même dans les transports en commun, alors que normalement, il doit y avoir déjà une généralisation du télétravail, par exemple. Ça m'effraie. D'ailleurs, le télétravail devient obligatoire, tout comme le port du masque en rue. Les rassemblements de plus de 4 personnes y seront interdits. Dans les commerces, les courses se feront seules ou éventuellement accompagnées de mineurs. Des mesures applaudies aussi par la majorité des bourgmestres de la région bruxelloise, qui jugent trop légères celles qui ont été prises au niveau national. Moi, je ne comprends pas qu'on n'ait pas pris ces mesures bien avant et qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation où des régions doivent prendre des mesures qui auraient pu être prises par le fédéral. Voilà, on en est là, il faut les prendre. Je pense qu'à un moment donné, il y a le sens des responsabilités qui prime avant tout. Moi, j'ai un hôpital de ma commune qui m'a fait un mail de détresse jeudi, me disant on n'en peut plus, on est en point de rupture, on n'arrivera plus à assurer les soins si ça continue comme ça encore quelques jours. On a déjà fait appel à l'armée, donc il faut quand même se rendre compte que ou bien on prend des mesures sévères maintenant et on les respecte, ou bien on repart vers un confinement et alors c'est l'aventure économique et sociale. Les maisons de repos se limitent toujours à 2 visiteurs différents tous les 15 jours. 15 personnes maximum pourront assister aux cérémonies funéraires. Quant au mariage, les conjoints ne pourront avoir que les témoins comme invités. Toute sortie, tout événement est donc réduit à son plus petit comité jusqu'au 19 novembre prochain. Et la région bruxelloise va donc plus loin que la Wallonie dans certains domaines. Elle ferme par exemple les théâtres, les cinémas, les centres culturels dès lundi. Comment réagit le secteur? On voit ça avec Jean-Christophe Houlet. Ça se rétrécit au fur et à mesure. Là, on apprend que, voilà, vous serez les 2 dernières séances comme ça. Je ne sais pas très bien quand on prendra et dans quelles conditions. Ce n'est pas encore la toute dernière représentation avant un mois d'arrêt, mais on n'en est pas loin. Pourtant, depuis des mois, toutes les mesures de précaution avaient été prises. Le directeur du théâtre de Poche est plutôt fataliste. On est passé de 237 à 200, en l'espace de 2 semaines. Puis à 120 spectateurs autorisés, puis à 60. Toute logique, on allait finir en fermant. C'est évidemment un peu pénible, mais c'est très pénible, mais je dirais que c'était quand même un tout petit peu prévisible. Et en tant que directeur d'institution, de service public, je comprends complètement qu'il faille adhérer à une politique régionale. Pas de résignation, mais plutôt de la colère pour son collègue du Théâtre des Martyrs. L'espoir de protéger la culture a été de courte durée. En 24 heures, on sera passé de la préservation de la culture à la fermeture des salles de spectacle sur Bruxelles et que nous sommes évidemment effondrés. Mais je pense qu'au-delà de la fermeture des salles de spectacle aujourd'hui, c'est tout un protocole et tout un processus qui montre à quel point le pays est au bord du gouffre. Théâtres, musées et centres culturels n'ouvriront pas lundi. Spectacles et concerts seront donc annulés ou reportés à Flagey, qui restera désert pendant un mois. Il y avait aussi des concerts de prévus pendant tout le mois de novembre, pendant le mois de décembre. On avisera, mais déjà de toute façon, tous les concerts sont annulés jusqu'au 19 novembre. Ça nous paraît logique d'être solidaires. Coup dur aussi pour les cinémas qui misaient beaucoup sur les longs congés de Toussaint. Si on était dans une configuration tout à fait normale, en cette saison de l'année, ça peut représenter un petit 10 000 spectateurs, sachant qu'il y a là-dedans effectivement une période de congé qui en plus avait déjà été
prévu être plus long que d'autres années. La perte sera dure et sèche. Le monde culturel bruxellois aussi entre colère, tristesse et résignation. Il lui faudra aussi de la patience. Autre mesure annoncée ce samedi, la fermeture des infrastructures sportives à partir de lundi en région bruxelloise. Si vous faites du sport à Bruxelles, ça vous concerne donc peut-être directement. Bonsoir Pascal Chimay, vous êtes dans une patinoire qui a rouvert ses portes il y a 2 jours à peine et qui va donc devoir fermer dès lundi. Et oui, vous le disiez Laurent, les infrastructures sportives à Bruxelles sont impactées. Également les piscines qui seront fermées et les patinoires. Alors la seule patinoire bruxelloise est considérée comme un centre récréatif. Elle avait déjà été impactée une première fois lors de la première vague de coronavirus. Elle a dû fermer ses portes anticipativement. Ici, elle avait rouvert hier vendredi soir. Et donc, cette fermeture dès lundi, c'est une petite catastrophe pour les 200 passionnés qui sont ici actuellement en train de s'adonner à ce plaisir d'hiver. Pour le gérant aussi de la patinoire, Glenn Van Oudenag, c'est une catastrophe. Émotionnellement, c'est dur. C'est dur, pas juste pour moi, mais tout le personnel et les clients aussi. Depuis qu'on a entendu qu'on devait fermer de nouveau, surtout le personnel prend un coup après des longs mois de chômage. Et les clientèles aussi. Les gens, ils étaient contents de pouvoir enfin revenir patiner en toute sécurité quand même, il faut le dire. Mais bon, voilà. Interview signée Pascal Chimay, merci beaucoup et soyez prudent Pascal. Et ces dernières heures, ça a patiné un peu aussi au niveau politique. L'annonce des mesures bruxelloises intervient en effet dans un contexte un peu particulier. On va en parler avec vous, Rachel Crivellaro, bonsoir. Alors, plusieurs communications politiques ont déjà eu lieu hier, plusieurs conférences de presse à différents niveaux de pouvoir. On va le voir d'ailleurs en images. On a le sentiment que face à un ennemi commun, le virus, les autorités politiques montent au front de manière un peu dispersée. Oui, on peut dire ça, c'est vrai. À chaque niveau de pouvoir, annonce ces mesures un petit peu au coup par coup. En 24 heures, une conférence de presse a chassé l'autre en quelque sorte. Vendredi matin, le comité de concertation présentait de nouvelles mesures fédérales, insuffisantes, tranchent les francophones au regard de la gravité de la situation. Du coup, un peu à la surprise générale, hier en soirée, la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles annoncent passer à la vitesse supérieure avec notamment un couvre-feu sévère sur son territoire. Et aujourd'hui, c'est au tour de la région bruxelloise qui certes emboîte le pas à la Wallonie, mais adopte au passage également d'autres mesures. Et cerise sur le gâteau, la Flandre, elle, jusqu'à présent, choisit de se conformer aux mesures fédérales. Total, 3 régions, 3 régimes différents, tout ça pour un petit pays de 10 millions d'habitants. Alors, il y a quand même une forme d'unanimité sur le fond. Les experts se disent plutôt favorables à des mesures plus strictes. Par contre, en termes de communication, beaucoup dénoncent une forme, il faut bien le dire, de cacophonie. Oui, c'est vrai qu'on peut comprendre que des mesures varient d'une région à l'autre. Imposer le port du masque obligatoire sur les 19 communes bruxelloises, ça paraît évident. C'est déjà plus difficile à appliquer en Wallonie où la réalité n'est pas la même, par exemple à Liège ou dans les villages de campagne. Mais aller expliquer à la population que le nouveau couvre-feu entre en vigueur ce soir en Wallonie, mais lundi soir à Bruxelles, que si l'on ne décide pas de confinement général, c'est aussi parce que certains en Flandre refusent des mesures qui pourraient nuire à l'économie. Alors oui, cette cacophonie, elle pourrait bien se révéler contre-productive, elle pourrait affaiblir la motivation de Belges qui sont déjà bien fatigués, de Belges qui, devant de telles incohérences, se demandent s'il existe encore un pilote dans la maison Belgique qui assiste un peu effaré au football panique auquel se livrent les autorités, alors que les courbes du Covid, elles n'ont jamais été aussi inquiétantes. Merci beaucoup Rachel Crivellaro pour cette analyse en plateau et en direct. Voilà donc pour l'aspect politique de ces mesures, l'aspect sanitaire à présent. Bonsoir Yves Copiters, vous êtes professeur de santé publique à l'ULB. On a donc ce soir des mesures différentes en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre. Est-ce que ça se justifie d'un point de vue épidémiologique ? Oui, les situations sont différentes, c'est-à-dire que la région bruxelloise est un grand centre urbain qui a des caractéristiques sociales et démographiques différentes que la région wallonne en général. Et donc les nouvelles mesures tentent à essayer de diminuer les transmissions dans des milieux de vie à risque de rassemblement. Alors hier c'était les bars et l'Horeca et cette fois-ci maintenant ce sont les lieux culturels, c'est le milieu du sport, du récréatif et alors aussi une diminution quand même à l'accessibilité des commerces. Voilà, l'idée c'est de diminuer ce risque de croisement dans la vie de tous les jours. Mais quand même une réflexion, c'est que la ville de Bruxelles, la région
région bruxelloise a des caractéristiques épidémiologiques qui se rapprochent très fort de la ville de Liège, par exemple, et demain, sans doute, de la ville de Charleroi. Et donc là, on peut quand même se poser la question peut-être de mesures différenciées complémentaires dans ces grands centres urbains, comme on l'a fait aujourd'hui à Bruxelles. Yves Copiters, encore un élément. Est-ce que d'après vous, les mesures annoncées en Wallonie et à Bruxelles sont faites pour durer ou est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles annonces dans les jours ou dans les semaines qui viennent ? Alors, au niveau fédéral et de la région wallonne, on nous a donné une échéance du 19 novembre, c'est-à-dire un mois. Je pense qu'il faut un mois au minimum. C'est vrai qu'on n'a pas eu cette communication pour la région bruxelloise, mais un mois, ça permet, après 15 jours, de voir la stabilisation des transmissions dans la population. Et puis, après 3 semaines, de voir, j'espère, une diminution des admissions hospitalières. Et puis, secondairement, après, la mortalité. Mais on peut quand même aussi avoir de l'espoir d'avoir déjà une stabilisation dès la semaine prochaine grâce aux mesures prises antérieurement et celles prises au niveau fédéral le 16 octobre dernier et au niveau des régions aussi. Donc là, je pense que peut-être la semaine prochaine, en fin de semaine, on verra déjà, je dirais, on a au moins une diminution de la croissance. Oui, on suivra les courbes de près. Merci beaucoup Yves Copiters d'avoir été avec nous en direct ce soir. Et ces mesures bruxelloises, on va en parler avec celui qui les a annoncées, le ministre-président. Rudy Verwoerd, bonsoir. Bonsoir. Vous avez commencé votre conférence de presse cet après-midi en expliquant, avec un constat en fait, s'il faut des mesures plus dures à Bruxelles qu'ailleurs, c'est parce que la situation est aussi plus grave qu'ailleurs. Oui, et puis parce que Bruxelles, c'est un environnement urbain, dense, où le virus circule plus facilement. Et donc, il fallait prendre des mesures à la hauteur des enjeux d'une grande ville internationale comme les Bruxelles, où le virus circule, où il y a une concentration de population énorme. Et donc, ça nécessitait qu'effectivement, on soit un peu plus restrictif, en sachant que les chiffres, ils sont très mauvais, que ce soit en termes de taux de contamination, de reproduction du virus, et puis surtout maintenant en termes d'hospitalisation et en hospitalisation en soins intensifs. Oui, plus restrictif notamment dans le secteur de la culture qui va fermer. Que répondez-vous à ceux qui disent mais ce ne sont pas dans les cinémas, dans les théâtres qu'il y a le plus de contamination? Mais je pense que tous ces protocoles auxquels on se réfère ont été avalisés dans la période de déconfinement. C'était à l'époque du GACE, qui était le groupe d'experts du déconfinement. Aujourd'hui, on n'est plus dans une logique de déconfinement. Ce qu'on veut éviter, c'est le confinement total. Et donc, tout ce qui a pu être effectivement discuté et qui était censé, à cette époque-là, au mois de juin, juillet, août, mais aujourd'hui, ça n'a plus raison d'être. On est avec un virus qui circule énormément. Et donc, l'objectif, c'est de diminuer tant que faire se peut les contacts sans mettre à plat, que ce soit les écoles ou l'économie. Est-ce que certains choix se sont aussi faits dans une vue d'harmoniser avec la Wallonie? Par exemple, on pense à cette heure de 22 heures, d'avoir la même heure de couvre-feu. C'est clair. On aurait pu mettre 21 heures, mais on en a discuté tout à l'heure. Et puis on s'est dit non, là quand même, on ne va pas aller avec 3 heures différentes, enfin 3 régimes différents dans le pays. Je pense que ça a ses limites. Maintenant, c'est la logique aussi dans un État fédéral de considérer qu'on a des approches qui sont différenciées en fonction de la réalité épidémiologique. Et donc, comme je le dis, Bruxelles, c'est assez logique. Et je rejoins M. Copiters. Il y a une grande différence entre les villes et le reste du pays. Dans un environnement urbain, par définition, le virus y circule plus fortement. La France a une vision qui est beaucoup plus citadine, avec des villes qui sont également fortement impactées, pour lesquelles il y a du couvre-feu, le masque. Enfin voilà, on retrouve un peu la même approche. Alors ces mesures, elles vont avoir un impact sur la vie des Bruxellois. Alors qu'en pense-t-il justement de ces mesures? Nous sommes allés leur poser la question. Regardez. Il vaut mieux encore bien resserrer la vis une bonne fois pendant un bon mois. Et puis après, il va falloir contenir l'épidémie, évidemment, et ne pas faire comme il y a quelques mois, on a tout relâché et puis finalement tout est reparti de plus belle. Donc je suis plutôt pour. 22 heures au lit, c'est un peu tôt, je trouve. Donc voilà, mais sinon tout ce qui est du port du masque, etc., je trouve ça très bien parce que quand même les personnes âgées et tout ça, elles sont vraiment en danger, quoi. Moi, je trouve ça très bien parce que je suis enseignante, donc je trouve ça parfait, quoi. Ça correspond tout à fait à ce que j'espérais. Ça va pas trop changer grand-chose, je trouve. Parce que c'est pas à 22h que le corona va partir. Hein. Et voilà, c'est mon avis. Je me dis, ok, c'est un rhume, ok, c'est grave, mais ce qui arrive maintenant est encore plus grave que le coronavirus. C'est que les gens dépriment. Oui, la déprime, l'impact sur la santé mentale, on en a beaucoup parlé. Rudy Verwoerd, on a l'impression, dans l'ensemble, on n'a pas fait d'études statistiques, mais que beaucoup de citoyens comprennent le durcissement des mesures. Pourquoi alors toute cette tergiversation et ces prises de décisions différentes en fonction des niveaux de pouvoir? Mais encore une fois, c'est la logique institutionnelle qui veut ça. Vous la regrettez, cette logique institutionnelle, pour gérer une épidémie comme celle-ci? Alors, je peux comprendre qu'en termes d'unité de commandement, j'ai envie de dire,
on a plutôt envie d'avoir une unité de commandement et en même temps on a besoin de déclinaison locale. C'est ça aussi le sens du fédéralisme. Maintenant, vous savez, si les chiffres continuent à augmenter, c'est toute la Belgique. De toute façon, la Belgique est en rouge, hein, toute province confondue, il n'y a pas de différence. Il y a simplement des chiffres qui sont plus alarmants aujourd'hui dans des régions spécifiques, Liège, le Hainaut, Bruxelles. Mais pour autant, le virus, il ne connaît ni les frontières linguistiques, ni quoi que ce soit d'autre, ni les frontières régionales. Donc ne faisons pas d'illusions par rapport à ça. Il y a quand même des mesures différentes. Une dernière question. Hier, le Premier ministre, en conférence de presse, Alexander De Croo, a appelé les Belges à agir en équipe. Il a dit nous sommes une équipe de 11 millions de Belges. Est-ce que le monde politique, aujourd'hui, c'est une équipe cohérente ? En tout cas, le monde politique bruxellois est une équipe très cohérente, un monde soudé. Franchement, la discussion qu'on a avec les bourgmestres, nous allons tous dans la même direction. Avec le fédéral, après, on doit définir un socle commun. C'est ce que fait Alexandre De Croo et son équipe. Mais encore une fois, on a des différences. Et bon, voilà, si les francophones, et je peux comprendre le sens de votre question, ça correspond aussi à une attente de la population, une attente du monde politique et à une situation qui le nécessite. Bien, merci beaucoup Rudy Vervoort d'avoir été avec nous. On suivra évidemment l'évolution des courbes dans les jours et dans les semaines qui viennent. On rappelle que donc dès lundi, il y aura un couvre-feu en région bruxelloise. Couvre-feu qui sera d'application en Wallonie dès ce soir, 22h. Bonsoir Natacha Mann. Vous êtes devant un théâtre liégeois où il a fallu s'adapter. Mais oui, hein, Laurent, et pour vous l'expliquer, je ne vais pas parler très fort, parce qu'on est ici au Théâtre Harlequin, et derrière cette porte, le spectacle a déjà commencé. Il devait normalement se tenir à 20h30, mais il a été avancé d'1 heure afin de permettre à tous les spectateurs d'être rentrés chez eux au moment du couvre-feu, c'est-à-dire à 22h. Mais avec une annonce du couvre-feu qui a été décidée hier, ça a été un peu difficile pour la direction de s'adapter. Je vous propose d'écouter à ce propos le directeur artistique de ce théâtre. Il a fallu tout mettre en place en très peu de temps. Être sûr que pour les comédiens, ça ne pose pas de problème, ça j'en étais quasiment certain. Mais les spectateurs, d'autre part, il a fallu tous les contacter pour les prévenir. En général, ils ont répondu présent. Maintenant, il faut savoir qu'on ne se limite pas à la région liégeoise. Donc, il y avait aussi des spectateurs de la Louvière, notamment, et qui ont dû décliner parce que le temps que ça se termine, le temps de récupérer leur voiture et de rentrer, et les 22 heures étaient dépassées. Le problème, c'est s'adapter tout de suite. Et c'est ça qui est difficile. Maintenant, tout le monde est conscient qu'il faut faire quelque chose. Ça, c'est clair. Alors, impact pour les théâtres, impact aussi pour les salles de cinéma qui sont toujours ouvertes en Wallonie. Le groupe Kinépolis, par exemple, nous expliquait cet après-midi que la dernière séance, elle avait déjà été annulée depuis plusieurs jours, mais l'avant-dernière séance, elle a dû être adaptée au niveau des horaires. Par contre, en ce qui concerne les transports en commun, il y aura encore des bus, des takes après 22 heures afin de permettre à toutes les personnes qui doivent se rendre au travail ou en revenir de se déplacer, ainsi que toutes celles qui ont une urgence vitale. Mais il faudra avoir une bonne raison d'être dehors après 22 heures et la police veillera dans toute la Wallonie. Merci Natacha Mann pour ce point en direct, sans parler trop fort, mais c'était très clair. Et vous l'avez compris, on vous l'a assez répété, il y a des mesures différentes en Wallonie et à Bruxelles. Alors en fonction de là où vous habitez, quelles mesures vous concernent? Jennifer Istas, vous êtes là pour tout nous expliquer. Première différence d'une région à l'autre, elle concerne les commerces, sauf pour les enfants de moins de 12 ans. Regardez, en Wallonie, vous pourrez être à 2 ensemble dans un magasin. Par contre, à Bruxelles, vous devrez être seul. Pour les mariages ou les enterrements, en Wallonie, pour l'un ou l'autre, ce sera maximum 40 personnes. Par contre, à Bruxelles, ça se complique. À Bruxelles, pour les enterrements, maximum 15 personnes. Pour les mariages, ce sera maximum 5. Pour le sport, en Wallonie, entraînement à l'intérieur et compétition interdite, sauf pour les moins de 12 ans. À Bruxelles, fermeture de toutes les infrastructures sportives, compétition amateur complètement interdite. Les moins de 12 ans peuvent continuer à s'entraîner. En maison de repos, là aussi, une dernière différence. En Wallonie, regardez, un seul visiteur par résident et ce visiteur, il pourra changer après 15 jours seulement. Par contre, à Bruxelles, ce sera 2 visiteurs
heures autorisées par résident. Et là, cela pourra changer avec l'accord de la maison de repos. Alors cela, ce sont pour les mesures qui sont relativement similaires à Bruxelles et en Wallonie. Il y a aussi des mesures qui ne valent que pour la région bruxelloise. Effectivement, et c'est le cas pour ce fameux retour du port du masque obligatoire à Bruxelles. À Bruxelles également, fermeture de tous les lieux culturels, fermeture aussi de tous les lieux récréatifs. Ça n'est pas le cas sur le reste du territoire. Merci beaucoup pour ce point en direct. Et notez que certaines communes prennent également des mesures propres. La bourgmestre de Moucron a par exemple pris un arrêté pour fermer toutes les écoles de la commune dès lundi. En cause, évidemment, la situation sanitaire. Je vous propose d'écouter la bourgmestre Brigitte Aubert. Nous avons pris la mesure ce matin de fermer toutes les écoles sur notre territoire, tout réseau confondu, sauf notre école d'infirmiers. La situation aujourd'hui est vraiment catastrophique à Moucron et c'est en collaboration avec nos directions d'école et tous les représentants en promotion de la santé et PMS et l'équipe de crise que nous avons en collaboration décidé de fermer toutes ces écoles sur notre territoire. Notre hôpital commence à être saturés. Ils sont passés aujourd'hui en phase 2B. Il n'y a plus rien après, comme disaient les spécialistes. Il n'y a pas d'autre solution. Donc nous sommes déjà au maximum de ce stade. Donc c'est vraiment une situation catastrophique. Voilà pour ces propos recueillis par Isabelle Palmitessa. Et puis, ce cri d'alarme lancé par plusieurs hôpitaux du Hainaut. Ils ont publié une carte blanche hier expliquant leur crainte de voir leurs services bientôt saturés. Ont-ils été rassurés par l'annonce des nouvelles mesures? C'est ce qu'on voit avec Sarah Hendricks et Martin Collier. Dans cet hôpital de la région de Charleroi, comme dans le reste du Hainaut, le nombre de patients positifs au Covid ne cesse de grimper. Alors pour éviter d'atteindre le seuil de saturation, 4 grands hôpitaux de la région signent une carte blanche commune. Ils y décrivent ce à quoi ressemblerait un hôpital saturé. Dans un hôpital saturé, les soignants n'auront plus la possibilité de s'occuper correctement des patients. Votre temps d'attente aux urgences explosera. Il faudra attendre qu'un patient décède pour disposer d'un lit de réanimation. Un texte écrit avant l'annonce des mesures wallonnes. Alors aujourd'hui, sont-elles suffisantes pour éviter ce scénario? Dans le 13h, ce directeur d'hôpital reste inquiet. Ça nous rassure partiellement parce que ça montre que le gouvernement wallon a entendu nos cris d'alarme. Mais ça ne veut pas dire que le problème va être réglé, notamment parce qu'il faudra un certain temps pour que ces mesures fassent effet. Dans les hôpitaux wallons, on compte aujourd'hui 1973 patients Covid, dont plus de 700 dans le Hainaut. Et au risque de saturation vient s'ajouter l'absentéisme du personnel. L'absentéisme au sein du personnel est une contrainte qu'on n'avait pas au moment de la première vague. Hier, à l'hôpital de Jolimont, 40% du personnel qui devait être sur le pont ce week-end était indisponible. Alors ça ne veut pas dire qu'il aura manqué ce week-end 40% sur le pont, mais ça veut dire que la journée d'hier, elle s'est passée à chercher les gens qui pourraient remplacer ceux qui ne pourraient pas être sur le pont ce week-end. Alors pour pallier au manque de personnel, les hôpitaux du Hainaut lancent un appel. En priorité aux infirmières et aux infirmiers qui travaillent peut-être dans d'autres secteurs ou qui ont un petit peu de temps, qui travaillent à temps partiel par exemple. Bénévolat, intérim ou CDD, les solutions pour recruter existent. Pour les hôpitaux, la crise du coronavirus et la deuxième vague viennent révéler un manque de personnel déjà criant. Et dans les mesures annoncées par la Fédération Wallonie-Bruxelles hier, il y a aussi le passage de l'enseignement supérieur en code rouge. Ça signifie concrètement que dès lundi, tous les cours se feront à distance. Alors comment se prépare-t-on dans les hautes écoles et les universités? Thomas Deschamps a la réponse. Le passage en code rouge pour l'enseignement supérieur, cela veut dire ceci. Des auditoires déserts, tous les cours théoriques devront à nouveau se tenir à distance. Même pour les premières années, pourtant épargnées jusqu'ici. On voit bien que notre souhait de préserver les bacs 1 ne peut plus tenir dans les circonstances actuelles parce que la situation est vraiment extrêmement alarmante. Et donc notre objectif, c'est de faire baisser la courbe des contaminations avec ces mesures dont on conçoit bien le caractère drastique, mais on souligne aussi qu'elles sont valables jusqu'au 19 novembre. Et si notre objectif est atteint, bien évidemment, nous pourrions revoir ce qui est sur la table actuellement. Les établissements s'étaient préparés à cette éventualité. L'expérience de la première vague aidera, mais certains préviennent, la situation d'octobre n'est pas non plus celle de mars.
À ce moment-là, une grande partie des activités pédagogiques et des stages avaient pu être donnés au premier quadrimestre et au début du deuxième quadrimestre. Ce n'est pas le cas maintenant et c'est ce qui nous inquiète. Parce qu'il va falloir faire preuve de créativité pour avoir une année académique riche d'enseignements. La qualité de la formation est en jeu parce que nous ne souhaitons pas donner des diplômes au rabais. Les protocoles pour les stages et les travaux pratiques doivent encore être précisés, mais la grande inquiétude désormais, c'est de ne pas perdre les étudiants isolés en chemin. Sur le plan technique, les choses sont prêtes. Maintenant, il y a dans le personnel et parmi les étudiants, évidemment, une grande lassitude qui s'installe. On voit un peu, c'est parfois difficile de voir la fin de ce qui se profile. Nous avons la volonté d'avoir une attention toute particulière à, je dirais, outre le soutien matériel des étudiants, mais également le soutien psychologique. Les fédérations étudiantes appellent déjà à prendre en compte ces difficultés pour la session de janvier prochain et à ne pas oublier les 4% d'étudiants touchés par la fracture numérique.